je vais revenir un peu sur cette loi pour vous dire qu'on aurait pu s'en passer. Sauf un article, l'article 1er. Mais cet article 1er, en fait, il change tout. Et je crois qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. Qu'est-ce qu'il dit, en gros, cet article 1er? Il dit, les statuts, c'est bien gentil, mais enfin, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous ayez une lucrativité limitée. Parce qu'au fond, c'est ça. Moi, les débats auxquels j'ai participé, puisque j'ai beaucoup participé à l'élaboration de cette loi, en fait, l'idée, la seule, c'était, il faut faire sortir l'économie sociale de ce champ uniquement statutaire pour y faire entrer des gens qui ont décidé d'œuvrer pour d'autres, pour eux-mêmes en même temps, en acceptant une lucrativité limitée. C'est-à-dire dire, c'est la grande consécration de ce qu'on appelle dans un flou artistique l'entrepreneuriat social. La difficulté, c'est que là où on avait des protections statutaires qui faisaient que vous vouliez ou pas, vous avez des statuts qui vous mettaient dans un carcan qui vous empêchaient quand même des fortes dérives, encore que quand on regarde le Crédit Agricole, on peut se poser des questions, mais précisément parce qu'il y a des statuts, on peut s'amuser à juger, parce qu'on a des bases. Maintenant, ça va devenir beaucoup plus compliqué, puisque en gros, il suffit de ne pas distribuer la moitié de ses bénéfices pour être d'économie sociale. Mais fort heureusement, les entreprises françaises, il y a belle lurette qu'elles ne distribuent pas la moitié de leurs bénéfices et qu'elles en gardent une bonne partie en réserve pour essayer de se développer. Et puis on nous dit, il faut une gouvernance démocratique. Mais la gouvernance démocratique, celle des actionnaires, est une gouvernance démocratique. Bon, la loi dit qu'il n'y a que les actionnaires qui ont le droit de vote. Enfin, elle est démocratique. Donc si on ne va pas plus loin, on aura des usagers au lieu d'avoir des actionnaires. Donc je crois que, en fait, cette loi, elle est complètement liée à la nécessité, et je crois que vous en avez parlé ce matin, me dit-on, européenne, qui ne reconnaît pas les statuts comme un signe distinctif. Elle reconnaît des activités et des modes d'entreprendre dans des activités. Et c'est ça la définition d'entrepreneuriat social. Tu parlais tout à l'heure des fonds d'investissement social. Le seul texte européen qui parle de l'entreprise sociale, c'est un texte sur les fonds d'investissement social. Et qu'est-ce qu'il dit de l'entreprise sociale? En gros, tout ce qu'il y a dans l'article 1er de la loi. Alors, l'intérêt, et c'est peut-être pour ça qu'il fallait quand même l'article 1er, comme on est dans un pays de textes écrits, il valait mieux qu'on donne un peu l'environnement de l'entrepreneuriat social à notre mode à nous français, plutôt que de rester dans le flou artistique. Mais pour le reste, il ouvre complètement. Aujourd'hui, et c'est les débats qu'on a notamment au sein du mouvement associatif, enfin, plus exactement, qu'on devrait avoir au sein du mouvement associatif. Non, mais parce que tout le monde ne veut pas... C'est pas que le mouvement associatif ne veut pas le mener, c'est que tout le monde ne veut pas le mener, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est de savoir si cette loi, derrière sa grande générosité, n'est pas en train de tuer le statut associatif, le statut coopératif, pas le statut mutualiste, parce que le statut mutualiste, mais bon, j'ai un voisin qui travaille dans les mutuelles, je fais vachement attention, mais probablement pas. Mais le statut coopératif et le statut associatif, c'est pas... Enfin, il faut en tout cas se poser des questions. Déjà, le statut associatif était mis en danger par une loi scélérate, dont je suis en partie l'auteur, qui est la loi de 92, révisitée en 2002, qui crée les sociétés coopératives d'intérêt collectif et qui dit, et on l'a fait sciemment, qu'une association peut se transformer en coopérative, non pas en SIC, ce qui était l'idée initiale, mais en toute forme de coopérative, c'est-à-dire en société. Car il ne faut pas oublier, et c'est là où c'est qu'il y a l'ambiguïté de cette loi, qu'aujourd'hui, on a dans l'économie sociale des entreprises qui ne sont pas des sociétés, et on va avoir toute une série de sociétés, alors les unes sont des sociétés coopératives, mais les autres sont des sociétés absolument classiques. Alors après, Dieu reconnaîtra ses siens, puisque je suis dans une maison chrétienne, mais voilà, donc si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas donner à cette loi plus d'importance qu'elle n'en a. Elle essaie de traduire en droit français cette notion d'entreprise sociale qui nous vient de l'Europe et qui se développe partout en Europe. Et de mon point de vue, c'est pas grand-chose de plus. Alors, ceci étant, on s'est quand même beaucoup battu sur l'article 1er, qui au passage est juridiquement extrêmement mal écrit,
Parce que quand vous regardez le grand 2, le petit b du grand 2, ça c'est pour les spécialistes, cette phrase ne veut rigoureusement rien dire pour savoir ce qu'on doit faire exactement des bénéfices, parce qu'on mélange les concepts. Et donc, on n'a pas réussi à faire écrire quelque chose qui soit juridiquement indiscutable. Mais en dehors de ça, il y a le fameux article 2 sur l'utilité sociale. Je vais être méchant, il dit « L'utilité sociale, c'est quand on a décidé d'être bon avec les autres. » Bon, ben, c'est bien gentil, mais enfin, ça n'apporte absolument rien. Il faut être clair. La définition de l'utilité sociale, telle qu'elle est là, bon, c'est bien d'en avoir parlé, mais enfin, bon, pourquoi pas. Non, les deux seuls éléments qui sont vraiment importants, et là, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est la définition de la subvention. Pourquoi? Et là, ça renvoie aussi à une question européenne. Alors là, vous allez vous accrocher un tout petit peu, parce que je vous refais le cours que j'ai fait ce matin à mes étudiants de la Cato là-dessus. Enfin, le petit bout, 10 minutes. Pourquoi la subvention était absolument indispensable qu'on la définisse? Parce que tout apport d'argent public à une structure de droit privé est préjugé une atteinte à la concurrence. Donc aujourd'hui, dans le système actuel, tout financement public, et je ne parle pas de subvention justement, tout financement public apporté à une association pouvait être considéré comme une atteinte à la concurrence, comme un avantage apporté sans justification à une association. Mais le traité européen, le traité de Lisbonne, dit clairement qu'un État peut définir ce qu'il appelle l'intérêt général, et dans ces conditions, il peut financer des activités d'intérêt général. Or, la définition de la subvention dit ça. Elle dit qu'on appellera subvention, c'est-à-dire quelque chose qui n'entre pas dans le champ de la concurrence. Et c'est très important pour vous. Une subvention, c'est un apport que l'on fait à un projet associatif. C'est-à-dire qu'on n'achète pas un service, on apporte de l'argent à une structure qui a envie de réaliser son objectif et non pas le vôtre. Et donc on avait besoin de cette définition pour pouvoir se garantir lorsque, alors c'est là où je te rejoins, une collectivité décidera de ne pas jouer de la commande publique, mais de jouer de la subvention, au moins on a un cadre qui nous permet probablement de nous défendre face à ce que pourrait être une attaque devant la Cour européenne de justice sur une atteinte à la concurrence. Voilà. Et nous, on s'est beaucoup battu depuis des années sur cette définition de la subvention. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités, précisément, pour ne pas avoir de problème, passaient par la commande publique et la mise en concurrence, ce qui est pour nous absolument dramatique. Moi, je commence à connaître des collectivités qui commencent à admettre cette définition de la subvention en disant, écoutez, si c'est vraiment votre projet associatif auquel moi j'apporte un soutien, mais c'est votre projet, alors on prend le risque de la subvention. Et donc je pense qu'il ne faut surtout pas se désespérer, et au contraire se dire que grâce à cela, on a une vraie protection, et au passage, ça permet de remettre en avant ce concept important, mais qui était devenu lui aussi un concept flou, de projet associatif. Vous savez, on a tous, moi j'ai vécu ça aussi au Secours catholique, comme partout ailleurs, un grand débat sur le projet associatif. Bon. Si on veut entrer dans le champ de la subvention, il va falloir qu'on entre dans le détail du projet associatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire pour l'hébergement? Qu'est-ce qu'on veut faire pour le textile, pour l'alimentaire, pour l'ensemble de nos activités? Qu'est-ce qu'on veut faire, nous? Quels résultats, nous, on en attend? Et d'obtenir l'accord du financeur public sur cette manière de faire et les résultats que moi j'en attends, pas lui. Donc vous voyez, il va falloir qu'on entre dans les projets associatifs dans du concret, pour dire, voilà, oui, effectivement, c'est pas pour vous, enfin je travaille pour l'ensemble de la communauté, mais pas spécifiquement dans l'intérêt du département, de la commune ou de la communauté de communes. Donc ça va nous obliger à redéfinir avec précision et donc avec des moyens d'évaluation. Eh oui, c'est ça qui va être important. Qu'est-ce qu'on attend, nous, de ce projet? Et la collectivité sera, pour justifier ses subventions, on sera obligé de lui transmettre les résultats de l'évaluation, si ça correspond bien à ce qu'on cherchait, nous. Parce que, autrement,
ben vous allez avoir le nombre de gamins qui sont accueillis dans un centre de loisirs, mais ça, le centre de loisirs, il est communal, ou il obéit à une convention communale. On vous dira, non, ça, c'est pas de la subvention, c'est de l'achat de services. Voilà, vous voyez, voilà. Donc là, la définition de la subvention me paraît extrêmement importante. Le deuxième point qui est important dans cette loi, c'est ce que tu as appelé tout à l'heure, c'est l'article 14, je crois, sur l'ESUS, l'entreprise d'économie sociale d'utilité sociale. Alors, c'est important parce que là aussi, il fallait qu'on définisse avec clarté, maintenant qu'on a tellement ouvert le champ, tellement ouvert d'ailleurs qu'il n'y a plus d'avantages. En gros, il n'y a plus d'avantages. Alors, on nous dit qu'il va y avoir du financement. Moi, je veux bien, d'accord. Enfin, bon, aujourd'hui, il y a déjà du financement. Dès lors qu'on dégage un petit peu de rentabilité, il y a déjà du financement. Il n'y a pas de rentabilité, il n'y aura pas de financement, que ce soit dans la loi ou pas dans la loi. Par contre, l'ESUS, c'est-à-dire cette entreprise qui répond à des critères d'utilité sociale plus refermés, et notamment sur la dispersion de la masse salariale. Elle peut bénéficier de financements particuliers à travers l'épargne solidaire. Et elle peut, alors là aussi il y a un mensonge dans la loi, une fois de plus, on dit qu'elle peut bénéficier de déductions sur le montant de l'investissement, sauf que ça existe pour toutes les PME, donc c'est bidon. C'est l'amendement Madelin, je le connais bien, parce qu'on s'est battu pour le maintien. Initialement, il excluait toutes les formes d'entreprise, toutes les formes qui n'étaient pas sociétés. Aujourd'hui, il intervient pour l'investissement dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un avantage. Mais c'est simplement un élargissement d'un dispositif qui existe déjà et dont nous étions exclus. Donc ce n'est pas un avantage qu'on nous donne, c'est un rattrapage qu'on nous accorde. Voilà, donc si vous voulez, j'ai de cette loi une vision modérée. Ce que je crois, moi, c'est que en ouvrant comme elle l'ouvre à tout le monde, il va falloir qu'on se repenche sérieusement, précisément sur notre projet associatif. Y compris parce que ça peut nous ouvrir. C'est pour ça que l'aspect sur la subvention est important, parce que moi, il y a une carotte. Parce que sinon, allez vous dire, il faut se repencher sur le projet associatif. Bon, c'est gentil, c'est très bien, mais il va falloir qu'on se creuse la tête pour savoir si on est d'utilité sociale. Mais comme ça n'apporte rien de plus, je ne vois pas d'intérêt. Sauf si on veut être cette entreprise d'économie sociale d'utilité sociale, donc ESUS, ESUS, parce que là, on a l'accès au financement de l'économie solidaire et de l'épargne salariale solidaire. Et ça, c'est pas rien, parce que l'épargne salariale solidaire, il y a pas mal de pognon dedans. Donc, il vaut mieux regarder de près. Donc là, il faut regarder les conditions, mais c'est assez large. En gros, c'est déjà l'agrément entreprise solidaire tel qu'il était au démarrage. Après, les préfets ont donné un agrément d'entreprise solidaire, veux-tu en voilà, mais au démarrage, c'était à peu près les mêmes critères. Donc là, voilà, là, il y a une avancée. Alors après, il y a des points qui peuvent paraître des points de détail, mais ça ne nous intéresse pas directement, mais par exemple, pour les coopératives, il y a une vraie avancée sur la constitution de groupes coopératifs ou sur le fait qu'on peut créer une coopérative alors qu'on ne sera pas tout de suite majoritaire au capital. C'est très important. Les Fralib à Marseille vont probablement utiliser cette solution. Ils créent une coopérative de travail alors qu'au démarrage, ils n'en sont pas totalement les propriétaires. Ils n'ont pas 50% des actions parce qu'ils n'ont pas l'argent simplement pour mettre au capital. Mais ils ont 10 ans pour monter et devenir une coopérative dont ils deviendront effectivement les propriétaires. Donc là, ça c'est une avancée pour le développement de coopératives et notamment pour la reprise d'entreprises saines. Parce qu'aujourd'hui, on a l'idée dans les coopératives de la reprise en coopérative d'entreprise en défaillance. Or, aujourd'hui, 20% des créations de coopératives, c'est le patron qui transmet. Seulement, il transmet à ses salariés qui n'ont pas le premier sou pour mettre en capital. Donc, avec cette loi, ils auront 10 ans. Et ça, c'est important compte tenu des dispositifs fiscaux qui permettent de mettre pas mal d'argent de côté quand on est en coopérative. Et puis, l'autre point, c'est la possibilité de créer de véritables groupes coopératifs. Alors, on nous dit qu'on va pouvoir créer des groupes d'associations. Mais là encore, c'est déjà possible. Un groupe d'association, il suffit que vous repreniez, enfin le groupe SOS est devenu un spécialiste, il reprend une association, d'autres associations, il fait un magnifique groupe, il gère tout ça avec un GIE, et puis éventuellement une SIC dans certains cas. Donc tout ça se fait déjà. Ce qui me paraît aujourd'hui utile, c'est qu'on a un même texte qui regroupe à peu près tout. Alors il y a des dispositions pour les mutuelles, mais ça on va en parler, je ne connais pas bien. Mais pour les associations, cette loi peut être un plus, mais elle peut être un moins. Et je précise ma pensée.
ce sont mes étudiants ce matin qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, si on vous comprend bien, parce que j'avais fait peut-être une caricature, on a des très grandes associations avec des milliers de salariés et un conseil d'administrateurs de vieux croutons qui, évidemment, ne travaillent pas dans l'association et donc ne connaissent pas ce qui s'y passe. La définition est un peu caricaturale. Est-ce que donc, dans ces conditions, on n'aurait pas intérêt à passer en société parce qu'au moins, il y aurait des actionnaires qui regarderaient de près et puis qui auront un vrai intérêt à ce que ça tourne? Mais c'est ça la réaction des étudiants. Donc ils me disent finalement, cette loi, si elle permet de faire, au lieu de faire des associations un peu bidons, des vraies sociétés dans lesquelles tout le monde est bien clairement associé, est-ce que ce n'est pas un progrès? Alors je vous laisse sur cette interrogation qui me paraît assez juste, mais qui peut poser des problèmes pour nos structures associatives si on n'y fait pas attention.